Salut à vous les amis de la terreur. Emprisonné à tort, Anto se retrouve seul, oublié dans son cachot après l'évacuation de la prison en pleine mer. Et finalement, il n'est peut-être pas si seul. Alors on se trouve sur une ancienne plateforme pétrolière changée en prison, en compagnie d'un abonné de la chaîne qui a prêté son nom au personnage. Il se surnomme Anto et m'a donné quelques traits de son caractère pour construire le personnage, le malchanceux personnage qu'on va retrouver dans cette histoire. Alors si tout comme Anto, vous souhaitez intégrer virtuellement une des prochaines histoires des Échos du Crépuscule, vous pouvez me laisser votre prénom ou votre surnom en commentaire avec quelques détails physiques et ou de votre caractère, avec quelques adjectifs qui vous définissent, et vous serez plongé au cœur d'une aventure périlleuse. Notez bien que vous risquez d'y laisser votre vie. Donc merci à Anto pour sa participation. En plus d'Anto, quelques fans de la chaîne se sont déjà prêtés au jeu, comme Delphine, Arnaud, Joseph, et bientôt ma mère dans une prochaine histoire. Alors n'hésitez pas, parce que je galère toujours à trouver des prénoms pour mes personnages. Donc voilà, si vous voulez vivre une histoire un peu fun virtuellement, bien je vous invite à laisser votre nom ou votre surnom dans les commentaires. Alors dans l'histoire, vous noterez aussi que j'ai inventé un verbe, le verbe clanguer, pour définir les bruits de pas sur les passerelles métalliques. Mais au-delà de la forme, le fond de l'histoire nous amène donc dans un endroit terrifiant où il va falloir faire face à un danger sans nom. C'est donc une histoire d'épouvante que je vous propose aujourd'hui qui risque de vous surprendre. Pas de description trop sanglante dans cette histoire, mais un climax d'angoisse psychologique qui, je l'espère, vous fera son petit effet. Enfilez un casque et installez-vous tranquillement pour vivre vos meilleures frayeurs. Et pour l'été 2026, je me suis lancé le défi de publier mon premier roman papier, Macabre Concerto, une histoire fantastique d'épouvante. Les détenus, paniqués, cognent contre les barreaux de leur cellule. Dans le vacarme, la vingtaine de gardiens procèdent à l'évacuation selon le protocole d'urgence. 2 par 2, on amène les prisonniers 2 par 2. Évitez à tout prix que les prisonniers ne profitent de la situation pour se soulever et prendre la fuite. On les achemine à la passerelle supérieure pour embarquer. Le navire d'évacuation se remplit et la prison maritime se vide. Anto a entendu une explosion et ressenti les secousses. Il a entendu des cris, des ordres hurlés par les matons, des pas qui couraient sur les passerelles. Les sirènes ont cessé et c'est désormais un silence lézardé de craquements qui règne dans l'ancienne plateforme pétrolière, devenue prison de haute sécurité. Depuis la cellule d'isolement, Anto n'entend plus âme qui vive. L'oreille collée à la porte, il réalise avec stupeur. « Putain ! Ils sont partis sans moi ! Ils m'ont oublié !» Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. L'acide de la terreur va ronger vos fondations. Sortirez-vous vivant de cette prison fantôme, poursuivi par une étrange chose aux intentions perfides? Elle vous attend peut-être derrière une armature ou au bas d'une passerelle. Elle vous suit tandis que vous cherchez comment fuir. Coincé dans les 4 mètres carrés de la cellule d'isolement, Anto, épuisé, s'écroule sur la banquette. Il vient de passer par tous les stades émotifs. De la panique à la rage, de l'hystérie au désespoir. Les poings blessés d'avoir cogné contre la porte en acier, il grelotte en serrant ses genoux contre sa poitrine. On va bien se rendre compte qu'il manque un détenu. Ils vont bien s'en rendre compte, non? Et si personne ne revenait? Je vais mourir ici. Comment est-il possible qu'on m'ait oublié? Qu'a-t-il pu survenir d'aussi grave pour que les lieux soient si vite désertés? Anto s'imagine dans 3, peut-être 4 jours, mourant de soif, d'un collapsus cardiovasculaire entraîné par la déshydratation. Il se souvient avoir traité le sujet pendant ses études de médecine avortée. Il détend son corps jusqu'à la cuvette en inox. Toilette et lavabo en un seul bloc. Il appuie sur le bouton d'activation de l'eau, elle s'écoule. À boire, ouais, mais si je reste à pourrir ici, ça ne fera que prolonger mon agonie de 20 à 30 jours. Il n'a pas beaucoup de réserve corporelle. Anto a perdu 20 kilos depuis son incarcération. La faim et la solitude ne vont pas tarder à faire dérailler son esprit.
Une vague terreur le submerge. Il est anéanti. Il se remet à cogner à la porte, à crier, en dépit de l'inutilité de son geste. Combien de temps va-t-on le laisser là ? Ne me laissez pas ! Par pitié ! Il s'est toujours considéré comme un peureux irraisonné, un trouillard qui a su apprivoiser la peur à travers l'accablante expérience de son parcours. Après tout ce qui l'a mené là, il croyait que plus rien ne pourrait l'effrayer. Il s'était résigné à son sort de persécuté, parce que c'est bien de persécution dont il est question. S'il est ici aujourd'hui à se morfondre au cœur de cette prison perdue en pleine mer du Nord, c'est bien parce qu'il a été victime d'une machination destinée à le faire taire. Même s'il n'a jamais eu la notoriété d'un Paul Watson, lui aussi incarcéré pour son militantisme contre la cruauté animale, eh bien Anto a dérangé. Il a bousculé un ordre établi en s'attaquant à la Polaris Energy Corporation, géant du pétrole et des énergies fossiles. Il avait pourtant suivi les voies légales pour tenter de confondre les corporations en dénonçant l'exploitation d'une zone protégée. Il est du genre à insister. Il ne lâche pas facilement le morceau. On lui a fait porter le chapeau. Une catastrophe survenue dans le Pacifique en 2023. C'était lors d'une expédition d'éclairage. Leurs patrouilleurs avaient repéré un forage illégal dans les eaux néo-zélandaises, à une centaine de kilomètres de Tauranga, la ville portuaire de la baie de l'Abondance. Le patrouilleur amarré en lieu sûr, Anto et 2 de ses hommes s'étaient rendus sur place à bord d'un Zodiac. C'était la nuit. Au milieu du brouillard, des phares rouges clignotent au sommet de la plateforme illégale. Un dragon grondant et grinçant qui enfonce ses racines de métal à 200 mètres de profondeur et érige sa tête à étage 60 mètres au-dessus du niveau de flottaison. Le crachin fouette le visage des 3 hommes tandis qu'ils approchent le puits de forage. Le pilote stoppe le moteur. L'assistant aide Anto à enfiler son équipement. La radio crachote dans son oreillette. Anto, tu confirmes ta position ? On ne devrait pas être là. Fais vite. Eux non plus ne devraient pas être là. Je fais des captations et je remonte. 15 minutes devraient suffire. Préviens s'il y a danger. On reste en veille. 2 bonbonnes sur le dos, Anto bascule dans les eaux noires et glaciales. Il descend lentement le long d'un câble d'ancrage. Il doit rassembler un maximum de preuves. Le procès est en cours et les puissants avocats de Polaris Energy se trouvent en position de force. Rythmé par le grondement de la turbine de forage, il s'enfonce dans les profondeurs que sa lampe peine à déchirer. D'après ta balise GPS, tu es situé juste au-dessus du puits. Avec ta caméra infrarouge, tu devrais pouvoir filmer l'activité. On va prouver que ces enfoirés ne sont pas là juste pour prélever des échantillons, comme ils le prétendent. Anto active la caméra fixée à sa combinaison. À la force de ses palmes, il s'enfonce dans le ventre noir du Pacifique qui l'engloutit. Autour de lui, la pression augmente perceptiblement. Le froid cotonneux engourdit ses muscles. Il contourne l'axe central de la plateforme, luttant contre des micro-courants. Anto, on détecte une turbulence anormale proche de l'endroit où tu es. Peut-être les turbulences d'échappement de la turbine. Reste à bonne distance. Il poursuit sa descente. À travers la lumière trouble, il aperçoit la poche percée par la pompe en action. Un mastodonte rocheux vidé de son sang par un empire vampirique assoiffé de dollars. La caméra filme tout. Il décide de s'approcher encore. Les colonnes de bulles générées par la trompe de pompage brouillent sa vue. Mais Anto peut percevoir une nappe noire qui s'étend dans le fluide opaque autour de lui. Une sorte de tache d'encre qui se répand lentement dans l'eau. Un liquide trop éthéré pour être du pétrole brut. Depuis la crevasse, la pompe semble extraire une pâte gluante d'où émane cette nappe noirâtre. Anto n'a jamais vu ça. Entre le gazeux et le fluide, ça pourrait ressembler à une méduse ou à un nuage tentaculaire. Qu'importe sa forme, ça se déploie dans un léger gargouillement qui passe inaperçu dans le bourdonnement des turbines, mais qu'Anto peut entendre faiblement lorsqu'il retient son souffle. Anto, il y a du mouvement sur la plateforme. Je sais pas ce qui se trame, mais ça s'agite pas mal. Traîne pas. Les remous autour des structures métalliques s'amplifient. Anto est happé par un tourbillon de pieds de colonne. Il tournoie dangereusement en direction d'une bouche d'aspiration. Un grondement assourdissant retentit. Il force sur ses palmes dans une brûlure musculaire
qui tétanise ses mollets. Mais la force d'aspiration le retourne et le plaque contre la grille d'une turbine de refroidissement. Le dos comprimé contre le métal, il sent la pression forcée sur ses côtes. Il régule sa respiration pour ne pas perdre le contrôle. Anto, il faut que tu remontes tout de suite. Un hélico vient de quitter la plateforme. Les mecs se barrent en canot. On dirait que ça se casse la gueule. Putain, une cabine de vigie vient de s'écrouler. Pars-toi, hélico! Mais Anto ne peut plus bouger. Devant lui, à travers le verre de son masque, l'immense méduse noire s'étale comme une membrane poreuse. Elle occupe maintenant tout l'espace que son regard est en mesure de scruter. Et quelque chose de viscéral pousse Anto à croire que cette nappe ondulante possède une forme d'énergie. Une énergie proche de la conscience. Une étrange voix se fait entendre dans les tréfonds de son crâne. Comme un souffle grave, un murmure humide et froid comme la mort. Exister. Exister. Un rugissement de métal se réverbère depuis la surface. Une masse non identifiée tombe dans l'eau, provoquant de violents remous. Dans le même temps, la turbine s'arrête et Anto est emporté par un courant ascendant qui le propulse vers la surface. Une douleur atroce vrille ses oreilles. La remontée est trop rapide. Il perd connaissance quelques secondes. L'instant d'après, deux mains l'attrapent et le sortent de l'eau. Les ex-occupants de la plateforme l'ont hissé à bord de leur canot d'évacuation. Lorsqu'il rouvre les yeux, c'est pour voir à l'horizon la monstrueuse pompe à pétrole chuter dans le ventre avide de l'océan. De violentes vagues poussent l'embarcation vers les côtes lointaines. Sauvé et recueilli par le camp adverse, on a fini par comprendre pourquoi Anto se trouvait là. C'est alors que les mâchoires de l'injustice ont claqué sur lui. On lui a expliqué que son bateau patrouilleur avait coulé avec tout son équipage, que ses deux accompagnateurs sur le Zodiac avaient péri de la même manière. Quand il a insisté pour comprendre, on lui a juste parlé d'un acide noir qui aurait rongé les structures de la plateforme. Ce même acide qui aurait emporté son patrouilleur et ses compagnons par le fond. Un acide ? C'était donc ça, cette espèce de méduse noire ? Il n'en a pas cru un mot. On ne lui a toutefois laissé aucune chance de prouver le contraire. On lui a cloué le bec en le pointant comme responsable de la catastrophe. Un procès, des accusations mensongères, de la corruption, des arrangements politiques. Et son sort était scellé. Un cas que les médias ont passé sous silence. Puis, ironie du sort, on l'a transféré ici. Une plateforme pétrolière, transformée en prison de haute sécurité, en pleine mer du Nord. L'or noir, ce poison visqueux va me coller à la peau jusqu'à la fin de mes jours. Dans un coin de sa tête, Anto garde toujours une pensée pour ses anciens compagnons, morts pour la cause. Surtout Mathias, avec lequel il adorait échanger des blagues nulles. Il a un pincement au cœur. Par-delà la tristesse de les avoir perdus, il doit porter la responsabilité de leur sort effroyable. Un injuste fardeau dont il ne peut se défaire. Un cliquetis le tire de ses pensées. Il reconnaît immédiatement le bruit de la serrure automatique. Il sursaute, bondit vers la porte en acier, mais son genou cogne le rebord du WC et il trébuche. Cette manie de se cogner partout lui a toujours pourri la vie. Il se relève, pousse le battant et la porte s'ouvre. Je ne suis peut-être pas seul. Qui aurait bien pu activer la serrure, sinon ? Anto pose prudemment un pied hors de la cellule. La lueur des loupiottes de secours, longeant le couloir, se dilue dans la pénombre. Quartier d'isolement, niveau 0. La seule issue, il en est sûr, se trouve au 3e palier. Le quai d'embarcation et la piste à hélico. Il va devoir monter. Mais comme tous les prisonniers, il ne connaît que les zones autorisées du niveau 1, où se trouvent les 120 cellules, le réfectoire, la bibliothèque, les ateliers et les douches. Le reste du bâtiment, l'étage 2, les sous-sols, tout ça lui est inconnu. Il ne parvient pas à se souvenir du trajet parcouru au cours de son arrivée, il y a 5 mois. On lui a permis, comme aux autres détenus, de voir la lumière et de sentir les embruns du dehors 1 heure par jour, sur une terrasse aménagée en cour extérieure. Un enclos grillagé,
où le soleil déverse ponctuellement ses rayons. Là, il avait le droit d'aller pour prendre une goulée d'air. Anto s'est fait un plan mental des lieux, d'après les infos dont il disposait. Mais la configuration exacte reste un mystère, tout autant que sa localisation précise. Il sait juste qu'il est sur une ancienne plateforme pétrolière en pleine mer du Nord, sur le territoire français, à des kilomètres du premier rivage. Anto se souvient avoir pris un ascenseur. Mais où diable peut-il se trouver ? Tout en avançant dans le couloir étroit, il réalise l'inclinaison du sol. Il sent son corps penché sur la droite, et comme un balancement sous ses pieds. Cette foutue plateforme est en train de se casser la gueule. Si je ne crève pas de faim, je vais finir noyé, englouti. Il s'engage dans l'escalier menant au niveau 1. Anto tend l'oreille. Il lui semble avoir entendu une voix. Rien. Il termine son ascension, se retrouve sur la passerelle B, desservant les cellules désertes. Les lamelles de métal clangent sous son pas. Entre les carrés, il devine le vide en contrebas. Un gouffre qui abritait autrefois l'immense tarot hydraulique destiné à creuser les entrailles des abysses. Il n'en reste plus qu'un vestige obstruant le trou vers les profondeurs. Anto se dirige vers le réfectoire. Se cogne la tête contre une armature en franchissant le soubassement d'une passerelle annexe. De l'autre côté du gouffre, les chambres vides d'hématomes bordant la passerelle A n'ont pas été refermées. Quelques loupiotes grésillent. Dans un certain sens, Anto est libre désormais. Mais ce vide l'oppresse. À quoi bon être libre, affamé sur une banquise de métal isolée du monde ? L'atmosphère vertigineuse des locaux déserts le décourage. Il lutte pour ne pas renoncer. Trouver une sortie. Un hélico ! On s'est rendu compte de mon absence et on vient me chercher. Anto cavale vers le sas menant à la cour extérieure. On le récupérera peut-être. Le temps de rejoindre la cour, l'hélico est déjà loin. Chier. Anto agrippe le grillage et y colle son visage. Planté là, dans la grande esplanade enclavée, il regarde l'appareil disparaître à travers les quadrillages infranchissables. Mais si le corps ne peut passer outre, les sons, eux, lui parviennent clairement. Au loin, il entend des cris. Un phénoménal vacarme. Il se précipite dans un angle où il peut apercevoir un bras de mer. Anto assiste à un spectacle qui le fige de terreur. Là-bas, au large, 5 bateaux en détresse. Des hommes en gilet de sauvetage en saute. Anto a l'impression de les voir se dissoudre dans l'eau, un par un. Les corps forment une tache huileuse à la surface, avant de couler. Puis ce sont les coques des 5 vedettes qui se désagrègent, comme de l'aspirine dans un verre. Malgré la distance, Anto réalise ce que sont, ou plutôt ce qu'étaient, ces bateaux. Les vedettes d'évacuation du pénitencier, entraînées dans les abysses avec ses anciens compagnons et sûrement une partie des surveillants et du personnel médical. À présent, personne ne viendra plus le secourir. On le présumera disparu en même temps que les autres. Encore un fâcheux accident. Ça ne peut que réactiver son souvenir de la catastrophe de 2023 survenue dans le Pacifique. La cause de son horrible destinée. Ses adversaires, mais néanmoins sauveurs, avaient parlé d'un acide. Ce qu'il vient de voir est comparable aux descriptions. Et la même question revient. Était-ce un acide ? Ça paraissait vivant. L'étrange mugissement qu'il entend lui rappelle le son de cette voix qui a traversé sa tête il y a 2 ans. Une voix qui n'en était sans doute pas une simple formulation de son esprit, embrumée par les profondeurs. Mais cette ivresse qu'il avait ressentie en se trouvant face à l'énorme voile noire, il la ressent à nouveau. Et cette fois, ça ne peut pas être un vertige des profondeurs. Peut-être un mal de mer alors ? Anto n'a jamais eu le mal de mer. La faim ? La soif ? Non, c'est autre chose. C'est une emprise. Anto sursaute. Je ne suis pas seul. Doit-il se manifester ? Il décide que non, tant qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Tandis que, le cœur dans la gorge, il avance vers le sas retournant vers la prison. Il continue d'entendre le bourdonnement lancinant qui vient de la mer. L'infrason
semble même parvenir dessous la plateforme en vibrant le long des charpentes métalliques. Passant la tête par la paroi séparant les deux sections, il guette. Il attend que l'inconnu se remette à marcher pour le localiser. Il ne voit personne. Il est tenté de crier « Y a quelqu'un ?» mais se ravise. Il y avait ici des tueurs, des psychopathes dangereux, dont l'un d'entre eux aurait pu, comme lui, échapper à la vigilance des gardiens dans la cohue de l'évacuation. Il préfère se mettre dans la peau du traqueur plutôt que l'inverse. Ce qui n'atténue pas le moins du monde son angoisse, parce que l'autre a pu découvrir sa présence avant lui. Peut-être le suit-il depuis qu'il est sorti du cachot. C'était quoi ça ? Tant pis pour la prudence, Anto détale vers le réfectoire, reprenant là sa première intention. Il doit sortir d'ici avant que ce truc acide ou quoi que ce soit d'autre ne fasse sombrer la prison. S'il se souvient bien, la cantine est le premier lieu par lequel il était passé en quittant l'ascenseur, 5 mois auparavant. Il pousse le double battant de la porte, longe les tables et les bancs rivés au sol jusqu'au comptoir de service. Il contourne la rampe du self-service et accède à un petit couloir. Une porte mène aux cuisines, une autre à la réserve. Ce n'est pas par là. Il fait demi-tour et gagne le côté opposé. Des secousses de plus en plus violentes secouent l'édifice qui décline dans des grincements plaintifs. Anto éprouve du mal à garder son équilibre, tant le sol commence à tanguer. Il atteint une grille. Elle pivote sur ses gonds, et Anto gravit les premières marches de l'escalier qu'il découvre derrière. Tous les accès sont déverrouillés. Ce bruit n'a rien à voir avec les lamentations des structures en acier, ni avec aucun autre son qu'Anto a pu entendre dans sa vie, à part au jour du drame dans le Pacifique. Cette chose sans forme, quoi qu'elle soit, l'a retrouvée. Elle s'est peut-être répandue dans toutes les mers du monde et fatalement, ici aussi. Il arrive à un premier palier d'où repart un autre escalier sur la gauche. Cette fois, Anto localise la provenance des pas. Ça provient de derrière lui, en bas de l'escalier qu'il vient de quitter. L'autre le suit. Anto accélère. Les parois vibrent et tremblent. Un peu partout, il entend des armatures craquer, des poutrelles qui se brisent, et les pas qui accélèrent à sa suite. Putain, je vais crever ici! L'escalier débouche au dehors, sur le ponton supérieur de la plateforme prison. Surplombant la mer, Anto se met à faire de grands signes aux hélicos militaires qui survolent le désastre du côté nord-ouest. Hé, par ici! Par ici! La plateforme s'incline dangereusement. Anto se cramponne à la balustrade. Ce putain d'acide est en train de ronger les piliers de fondation. Son mystérieux poursuivant apparaît au sommet de l'escalier. Tout comme lui, il porte la combinaison orange des détenus. Et tout comme lui, impossible. Tout comme lui, il est lui. Un putain de sosie. Cette voix, il l'entend dans le fond de son crâne. Un bourdonnant murmure. Humain ? Ses lèvres ont à peine remué. Tétanisé, Anto observe son clone s'approcher sans parvenir à y croire. Il est incapable d'articuler un mot. Cette énergie consciente, croisée dans le Pacifique pour son plus grand malheur, s'est hissée au degré de chair en copiant son apparence. Moi, son exemple, c'est un cauchemar. Une détonation violente retentit en contrebas. Le plateau bouge violemment, se renverse. Anto s'agrippe à la rampe métallique, ses pieds sont dans le vide. L'autre s'accroche à lui. Un des hélicos se place en vol stationnaire au-dessus de la passerelle renversée, et une échelle se déroule. L'autre la saisit et se hisse. Anto, déjà en mauvaise posture, accuse un coup de talon sur le front. Suspendu dans le vide, le visage léché par l'écume des plus hautes vagues, il s'acharne pour ne pas lâcher. Son double a déjà rejoint l'appareil. Anto force sur ses muscles endoloris. Le métal de la rampe devient glissant.
sa main droite lâche et attrape un barreau de l'échelle qui ondule. On le tracte. Aidé par 2 militaires, il prend place dans l'hélico, à côté de son double. Le pilote emporte les 4 hommes loin du désastre. En bas, le pénitencier s'écroule, tandis que ses structures se démantibulent. Les piliers de soutien paraissent se désintégrer dans la nappe sombre tentaculaire. Des bulles noirâtres pétillent autour de la zone où les derniers vestiges de béton et de ferraille viennent de se dissoudre. La prison s'est littéralement liquéfiée. L'acide noir se répand à perte de vue sur la mer du Nord déchaînée. Mais par endroits, ça semble s'être figé, formant des croûtes lisses. Un des 2 soldats maintient Anto et sa copie dans l'axe de son canon. Le militaire assis face à Anto retire son casque et le pose sur ses genoux. Son regard délavé se porte sur le hublot. « On a perdu beaucoup d'hommes. » Il s'essuie le coin de l'œil du bout des doigts. « Cette saleté qui se répand ronge tout ce qu'elle touche. Vous êtes frères? Des détenus ?» Tout s'est passé si vite qu'Anto n'a pas pu contester la présence de son double ici. Il hésite à annoncer de but en blanc que cette saleté, comme le soldat vient de la nommer, a volé son apparence pour devenir chair. Non, il n'est pas son frère, mais une chose sans nom qu'il est le premier à avoir vue. Là où les multinationales voyaient de l'or noir. Un agglomérat de sédiments éveillé à la vie par on ne sait quel procédé de la nature. Le résultat d'une expérience militaire? Une entité extraterrestre? Un démon? Quoi que ce soit, le monstre a pris forme humaine, et Anto doit prévenir. Mais son interlocuteur coupe son élan. Parce que, selon le protocole, si vous êtes des détenus de cette foutue tôle, je dois vous menotter. Vous me tendez vos poignets? Dans sa tête, la voix de l'autre qui bourdonne lui ordonne de ne pas le faire. Anto se laisse passer les menottes. Son double reste inerte. Vos poignets, ordonne l'homme armé. Le second militaire est resté assis mais se penche vers le double qui finit par obtempérer. À peine le premier arceau refermé, l'acier carbone se met à fondre sur la peau du prisonnier. Le militaire se recule brusquement, les yeux écarquillés, le bout des doigts brûlés. Il secoue sa main. Il comprend de suite, son instinct lui indique qu'il est face à une menace. Mais le militaire armé met plus de temps à percuter. Avant que son doigt n'ait pu appuyer sur la gâchette, une main plus brûlante que la semelle d'un fer à repasser lui carbonise le visage. Le double s'est jeté sur lui. L'empreinte de ses 5 doigts marque sa peau autour de son nez qui a disparu. Sa bouche soudée l'empêche de crier. Le canon de son fusil mitrailleur se désagrège en une dégoulinade mousseuse. Le soldat se ratatine comme une tranche de cheddar sur de la viande calcinée. Le deuxième militaire attrape son arme, trop tard. En une demi-seconde, Anto voit son double fondre sur l'homme qui subit le même sort que son subordonné. Dans son cockpit, le pilote ne s'est aperçu de rien. L'hélico surplombe maintenant les côtes reliant la France à la Belgique. Une ligne qui s'étend jusqu'aux Pays-Bas, l'Allemagne jusqu'à la Norvège, en passant par le Danemark. Sur l'autre versant, il y a les côtes britanniques. Anto reste en arrêt, épouvanté. Le désastre est monumental. Partout, à perte de vue, une couche vitrifiée recouvre les villes qu'étaient autrefois Dunkerque, Malo-les-Bains, La Panne et au-delà. La chose acide s'est avancée jusque dans les terres. Elle a éradiqué toute vie comme le ferait une bombe atomique. Anto imagine qu'aucune frontière, aucune délimitation arbitraire de territoire n'a pu l'empêcher d'atteindre tous les littoraux. Cette horreur acide va-t-elle ronger la planète entière? Jusqu'où va-t-elle aller? Le pilote se retourne. C'est une horreur! En 30 minutes, cette merde s'est étalée! Il s'interrompt en apercevant le double d'Anto derrière lui. Hey! Et plus de collègues. Où sont passés le lieutenant Urs et le maréchal Turek? Répondez! Il active un levier sur sa gauche et l'appareil descend lentement. Au moment où les patins d'atterrissage touchent le sol vitrifié, le pilote est déjà mort, liquéfié sur son siège. Anto saute de l'hélicoptère en panique. Son coude heurte le bord du sas. Aïe! Il se reçoit mal et sa cheville craque en se tordant sous la violence du choc. Il tombe. L'entité d'apparence humaine se penche sur lui. D'un doigt, elle le libère de ses menottes. Étrangement, l'acide noirâtre produit par cette chose
ne ronge pas sa peau comme elle a rongé celle des militaires. La voix bourdonne à nouveau dans son cerveau. Le seul, toi et moi, liés. Toi et moi liés? Mon sang? Le seul? Qu'est-ce que ça veut dire? Anto, en souffrance, ne saisit pas. Cette chose primitive est hors de la conscience humaine, mais elle pense bel et bien. Ses yeux, injectés de goudron, le fixent. J'existe. Je marche. Sur la terre. Plus loin, j'irai. Une conscience fossile. Elle veut exister. Elle veut se propager comme toute forme de vie au détriment des autres. C'est sa nature. Elle ignore qu'elle détruit. Elle veut juste vivre. Laissant Anto allongé là, au milieu de la banquise ravagée, sous laquelle doivent reposer des milliers de riverains, la conscience fossile incorporée s'éloigne, exaltée de marcher sur deux jambes. Anto rampera durant des heures. Au bord de l'épuisement, il trouvera une frontière, la limite de progression de l'acide goudronneux, là où son écume s'est figée en une croûte anthracite. Une ligne bien nette, au-delà de laquelle la civilisation conserve ses droits. Anto sera une nouvelle fois secouru. Le seul. Son groupe sanguin, phénotype Bombay, le plus rare au monde, sera envisagé pour créer un antidote. Ce phénotype semble pouvoir arrêter la propagation de la gangrène noire. Seules 30 000 à 40 000 personnes sur le globe posséderaient ce groupe sanguin. Mais pendant que les chercheurs expérimentent, l'entité acide déploie désormais son énergie destructrice au cœur même des grandes villes. Anto le sait. Maintenant elle marche. Elle a un corps. Elle va plus loin. Et il est fort probable qu'ils se rencontreront une nouvelle fois, dans un futur proche.